Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup Oh, pour votre participation à ce webinaire qui a pour objectif un petit peu de prendre les grands sujets, donc de manière très macro, autour de la mise sur le marché de dispositifs en santé numérique et particulièrement sur le dispositif médical. Donc, il va y avoir trois grands temps dans cette session. Donc, une première partie présentée par Stéphanie Réau, donc sur la mise sur le marché d'un dispositif médical et puis un focus donc sur le règlement du dispositif médical, le règlement 2017-745. Ensuite, Damien Andrieux d'Ocha Consulting fera une passe sur la partie remboursement télésurveillance de la télésurveillance et comprendre un petit peu les grandes étapes et le process. Et nous clôturerons cette session de webinaire avec une présentation par l'Agence du numérique en santé, donc par Thomas Guay et Yves Laurillard, pardon, sur la partie certification de conformité des dispositifs médicaux numériques et des logiciels de téléconsultation. Donc cette partie sera la plus dense parce qu'assez complexe avec de nombreux sujets d'actualité. Donc les deux premiers points seront sur la première heure et puis le dernier sur la dernière heure de notre webinaire afin de rendre le webinaire le plus dynamique possible et vous permettre de rebondir sur les différents sujets. Nous laisserons parler les différents intervenants, mais à la fin de chaque session, il y aura une petite session de questions-réponses. Pour cela, soit vous notez dans le chat les questions, soit on peut voir pour un petit système de lever la main et puis on peut activer les micros, sachant qu'on risque quand même aussi d'être un peu limité dans le temps pour permettre d'avoir le temps de faire l'intégralité des sessions. Mais s'il y a des questions qui restent en suspens, on prendra le temps d'y répondre par la suite et de vous faire un petit compte-rendu à la suite de cet après-midi. Donc, ce webinaire est organisé donc, par Biotech Santé Bretagne dans notre rôle d'animation sur nos marchés et les filières sur le territoire breton. Et nous remercions l'ensemble des intervenants pour leur participation. Pour information, le webinaire est enregistré pour vous permettre à la fois à vous de pouvoir revoir les différents éléments qui vont être précisés et puis aussi permettre d'ouvrir un peu plus largement et de permettre à tous de profiter de ce qui va de ce qui va être dit. Donc Stéphanie, je vais te laisser la parole. merci Coralie. Alors, je vais commencer. Voilà, le partage. Je vais peut-être juste je me permets Coralie de te demander si alors le diaporama ne s'est pas encore voilà. Est-ce que le Oui, c'est bon. diaporama est-ce que On c'est voit le bon pour grand vous? écran. Oui, OK, parfait. très bien. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à Biotech Santé Bretagne, de nous accueillir, également et de pouvoir un petit peu, à présenter tout ce contexte autour des dispositifs médicaux numériques. Donc moi, je suis Stéphanie Réau, je suis consultante en affaires réglementaires et qualité depuis un peu plus de 5 ans maintenant et voilà, j'habite à Rennes et heu et donc effectivement, je serai disponible à la fin de cette petite session pour toute question et éventuellement un peu plus tard si jamais je n'ai pas les réponses aux questions. Voilà, donc je vais avoir l'honneur, on va dire, d'ouvrir ça. Ah, Stéphanie, je crois que tu as coupé ton micro sans faire exprès. Voilà, oui, je suis C'est bon, désolée, c'est revenu. désolée. Pardon pour ce faux départ. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter, parce que je pourrais en parler pendant des heures, hein, du règlement. Donc c'est juste vraiment de faire un paysage très, très, grosse maille finalement sur la réglementation, qui pèse sur les épaules des fabricants de dispositifs médicaux. Donc de faire un très rapide rappel du contexte, présenter un petit peu le chemin réglementaire, en quoi ça consiste, hein. On ne peut pas mettre, un dispositif médical sur le marché, comme on le souhaite. Il y a des étapes à respecter
réglementer, des étapes à formaliser. On va également aborder la notion de risque vis-à-vis des dispositifs médicaux. Tous les dispositifs médicaux n'apportent pas forcément le même bénéfice, mais du coup ne présentent pas non plus tout à fait les mêmes risques à l'usage. On va également un petit peu parler de la frontière qu'il peut y avoir entre un DM et un non-DM. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux en tant que fabricant pour dire que mon appareil est un dispositif médical ou pas? Ça peut également être, comment dire, il peut y avoir finalement une, une différenciation qui peut, que le fabricant souhaite faire. Et également, finir sur un petit peu les points d'intention sur le chemin qui mène les fabricants, au marquage CE, c'est-à-dire, qui mène à l'autorisation de commercialiser les dispositifs sur le territoire européen. Donc, au niveau des contraintes, enfin du contexte, je parle plutôt de contraintes que d'opportunités, finalement. Voilà, le contexte est, j'allais dire, un petit peu chargé. Son statut est compliqué, je dirais aujourd'hui, notamment en raison, premièrement, de l'apparition de scandales. Pour moi, c'est un petit peu l'étincelle, qui a fait que tout a été remis à niveau, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Un questionnement s'est posé après l'apparition du scandale des implants mammaires. Donc, ce scandale est dû tout d'abord à une fraude du fabricant. Ce n'était pas un défaut de fabrication, c'était quelque chose de voulu. Mais donc, pour rappel, ces implants mammaires ne contenaient pas la substance telle qu'elle avait été déclarée officiellement auprès des régulateurs par le fabricant. Et donc, il y a eu, ça a fait un petit peu un électrochoc et une volonté de remettre un petit peu les choses à plat au niveau de la réglementation. Donc, ce scandale est apparu dans le début des années 2010. Le temps que les choses se fassent au niveau européen, il a bien fallu 5 ou 6 ans, au moins, pour élaborer un nouveau contexte réglementaire. Et depuis 2017, le nouveau règlement est entré en vigueur avec un certain délai pour être totalement appliqué. Donc il y a également dans ce contexte un peu une remise à zéro des dispositifs médicaux qui étaient déjà sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que ces dispositifs médicaux doivent eux également montrer patte blanche, même s'ils sont déjà commercialisés depuis 10, 15, 20 ans. Ils doivent redémontrer leurs bénéfices, redémontrer un niveau de risque maîtrisé, même si pour ce faire, euh, ils étaient déjà conformes à la réglementation existante quand ils ont été mis sur le marché. Et donc, d'une manière générale, on assiste à une augmentation des exigences et en termes de sécurité de fabrication et en termes de performance des dispositifs, mais également en termes de, comment je pourrais dire ça, de maturité, de compréhension de la réglementation de la part des fabricants, mais également de tous les autres opérateurs économiques que je présenterai rapidement juste après. Donc actuellement, on assiste à une remise à niveau réglementaire qui en fait se fait par à-coups. Elle est assez poussive. Le nouveau règlement devait rentrer en application au bout de 3 ans, donc en 2020. Puis en raison du contexte sanitaire qu'on connaît, et en raison de la saturation des organismes qui vous donnent le droit de commercialiser les dispositifs médicaux, il a fallu repousser à plusieurs reprises l'entrée en application de ce règlement qui aujourd'hui est repoussé jusqu'à fin 2027 ou fin 2028 en fonction du dispositif médical dont il s'agit. Donc ces dates d'application ont été repoussées et en parallèle, le fait de remettre vraiment à zéro les dispositifs médicaux existants fait que l'accès au marché devient très onéreux, devient coûteux en temps, en énergie. Les fabricants ont un petit peu moins, ont beaucoup moins de temps finalement pour se consacrer au développement et à l'innovation, ce qui fait que certains fabricants, et pas forcément les plus petits, ont décidé de faire une croix sur certains de leurs dispositifs médicaux, ce qui explique l'apparition de ruptures également et de dispositifs médicaux qui ne seront pas malheureusement renouvelés. Donc aujourd'hui, dans l'écosystème, on a au centre de tous les fabricants
qui sont au cœur de la réglementation, épaulés de leurs sous-traitants. Donc, leurs sous-traitants, ce sont les industriels qui vont les aider à concevoir leurs dispositifs médicaux ou à les fabriquer ou éventuellement à les contrôler. Donc voilà, donc il faut une maîtrise de cet ensemble et un fabricant reste responsable de ce qu'il met sur le marché, même si pour ce faire, il se fait aider d'un sous-traitant. Le fabricant est contrôlé, supervisé par un organisme notifié. En Europe, il s'agit d'un organisme privé qui vient vérifier la conformité du produit et de votre organisation. Un, un slide suivra pour expliquer un petit peu ce qui est contrôlé par ces organismes notifiés. Et ces organismes ne sont pas notifiés comme ça. Voilà, on ne peut pas s'auto-déclarer organisme notifié, organisme de contrôle, si je puis dire. Ils doivent montrer patte blanche à l'ensemble des autorités compétentes européennes. Donc en France, on a, voilà, on a l'ANSM, qui est l'autorité compétente de santé et qui finalement est le gendarme et va contrôler le marché plutôt une fois que le dispositif est mis sur le marché. Donc à ce stade-là, l'organisme notifié intervient avant la commercialisation, c'est lui qui va donner le feu vert et les autorités compétentes vont plutôt intervenir après. Euh, voilà, si je dois un petit peu schématiser cette représentation. Il n'y a pas, ces acteurs ne sont pas seuls. On a aussi la Commission européenne, bien sûr, qui chapeaute l'ensemble de cette organisation. Et elle a mis en place, elle s'appuie sur un groupe d'experts suivant les sujets, qu'on appelle MDCG, pour Medical Device Coordination Group. Donc, c'est un groupe d'experts pour coordonner certaines actions euh, au niveau réglementaire. Alors, Ton micro est à nouveau coupé, Stéphanie, je crois. ah, Là, c'est bon, c'est oui, revenu. voilà. Non, c'est reparti. Il y C'est bon. a Ouais, c'est Voilà, bon. je ne bouge plus ma souris. Je pense que... Donc, désolé pour. Donc, on a d'autres opérateurs économiques qui sont également concernés. Donc, on a vu qu'au cœur de ce système, on avait le fabricant, mais vous avez également le mandataire. Donc, le mandataire, c'est celui qui va représenter de manière solidaire le fabricant à l'intérieur de l'Union européenne quand le fabricant n'est pas, quand son siège social n'est pas localisé à l'intérieur de l'Union. Il faut à tout prix un représentant. Et quand je dis un représentant solidaire, c'est-à-dire que les responsabilités sont quasi identiques entre le fabricant d'origine et celui qui le représente sur le sol européen. On a également des importateurs, des distributeurs. Donc, les distributeurs, ce sont des personnes qui sont déjà au sein de l'Union européenne et qui sont des maillons de la chaîne de distribution du dispositif, sachant que ils distribuent également à leur tour au sein de l'Union et les personnes qui leur distribuent les dispositifs sont déjà présents sur le sol de l'Union européenne. Et ensuite, vous avez les concurrents, aspect à ne pas négliger, parce que eux aussi doivent surveiller le marché et éventuellement peuvent faire état aux autorités de santé de certaines choses qui leur paraissent bizarres. Donc voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer éventuellement le rôle des concurrents quand vous avez des dispositifs médicaux similaires. Surtout qu'il est redemandé, hein, de toute façon, il est demandé à tout fabricant d'établir un paysage des dispositifs un peu similaires aux siens. Et ensuite, vous avez les bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires, ce sont soit les patients directement, mais aussi les professionnels de santé. Et voilà, ce sont aussi des acteurs qui vont être moteurs dans la surveillance de ce marché et qui vont éventuellement bah, voilà, devoir euh, informer les autorités compétentes quand il y a des soucis de fonctionnement avec un dispositif médical. Donc ce paysage est déjà assez complexe. Moi, voilà, ça fait à peu près 13 ans maintenant, un peu plus de 13 ans que je travaille dans le secteur des dispositifs médicaux. J'ai démarré en tant que responsable qualité et malgré le fait de provenir de secteurs quand même assez, je dirais, assez exigeants,
d'un point de vue de la traçabilité. J'ai été très très surprise de constater un petit peu tous ces rouages pas forcément faciles à comprendre au départ. Et également la somme de textes à connaître. Donc voilà, vous avez des textes réglementaires, vous avez des normes qui viennent un peu expliciter ce que souhaitent les objectifs que souhaitent atteindre ces textes réglementaires. Et vous avez également des guides qui sont là un petit peu en appui pour un peu combler les trous quand et le règlement et ou les normes ne sont pas suffisants eux tout seuls pour savoir comment mettre en pratique toutes ces exigences. Donc, pour un petit peu présenter ces grandes étapes, d'accès au heu, pré-commercialisation, on a d'un côté l'état de santé du patient. Donc il est là, on part du principe qu'un patient a déjà un état de santé un petit peu plus fragile que les personnes lambda, et qu'il faut encore plus être vigilant avec tous les dispositifs qu'il va utiliser ou avec lesquels il va être en contact. En face de lui, si je puis dire, vous avez, une réglementation. Donc aujourd'hui, on parle du règlement, 2017-745 qui régit les dispositifs médicaux implantables et non implantables. Et cet objectif, ce règlement, pardon, va fixer des objectifs de garantir la sécurité du patient et également de garantir qu'un dispositif médical, va être performant. C'est-à-dire que s'il a une certaine, s'il doit agir avec une certaine puissance, par exemple, on peut penser à des rayons, pour traiter, des maladies. Il faut garantir que cette puissance, que ce dosage, que cette fiabilité dans le diagnostic, sera bien, conforme à ce qu'annonce, le fabricant. Donc pour, le règlement a 2 leviers, 2 jambes on va dire parce qu'il n'y a aucun enfin voilà, l'un ne peut pas aller sans l'autre. La première jambe, c'est que ce règlement impose que ce produit soit sûr et efficace à l'instant T, au moment où le dispositif va être mis sur le marché. Mais, l'objectif également, c'est d'être sûr que c'est pas du one shot et que ce produit sera sûr et efficace, du 1er janvier au 31 décembre, tout au long de son cycle de vie. Ce sont les raisons pour lesquelles, le fabricant doit d'une part, donc à T0, présenter, un dossier à travers lequel il va démontrer, il va présenter son dispositif. Dans ce dossier, il va devoir, mettre, la notice, il va devoir expliquer tous les tests, qu'il a réalisés sur son dispositif. Les tests également en grandeur réelle auprès de patients ou de manière, simulée. Donc vous avez tout un tas de normes qui s'appliquent et pour démontrer la conformité de l'appareil à l'instant T, le fabricant doit constituer un dossier technique. Donc quel que soit le fabricant, il doit avoir un dossier technique. Éventuellement, vous avez d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer si votre dispositif dispense un médicament, si votre dispositif, ressemble un petit peu à un robot chirurgical. Il peut y avoir d'autres directives comme la directive machine qui s'applique, le traitement des données personnelles et également, bientôt, sans doute un règlement sur l'intelligence artificielle à part entière. De l'autre côté, pour garantir une conformité, une régularité dans cette sécurité, dans cette performance, le fabricant doit mettre en place une organisation qualité plus ou moins importante, en fonction du niveau de risque, de son dispositif avec donc, un système, qualité, qui va couvrir, plus ou moins d'activités. Donc, ça peut être la conception et la fabrication ou seulement se concentrer sur le contrôle final du produit, sous certaines conditions. L'idée derrière, cette organisation, c'est de garantir que le fabricant maîtrise ses compétences, qu'il a une certaine continuité, quand bien même, son personnel viendrait à changer, qu'il maîtrise ses fournisseurs, à plus forte raison ses sous-traitants, qu'il s'auto-évalue régulièrement, qu'il possède un système pour traiter les réclamations de ses patients, de ses utilisateurs et pour s'améliorer en permanence. Donc ces 2 éléments sont indispensables. Donc ce dossier technique et ce système de management de la qualité, ce sont les 2 éléments qu'un organisme notifié, va devoir, vérifier avant que le fabricant puisse, commercialiser son produit. Donc une fois que le dossier technique a été approuvé et ça peut prendre, facilement, une douzaine de mois.
en moyenne, ça va même jusqu'à 18 mois aujourd'hui, puis une organisation qualité certifiée, qualifiée, comme par exemple la norme ISO 13485, je la donne en exemple, c'est peut-être un référentiel dont vous avez entendu parler, alors le fabricant a le droit d'apposer son fameux marquage CE médical, donc avec les 4 chiffres N qui représentent, on va dire, les chiffres d'identité de l'organisme notifié qui aura validé la mise sur le marché. Donc l'organisme notifié engage sa responsabilité si bien que, par exemple, pour revenir au scandale des prothèses PIP, l'organisme notifié en question a été reconnu comme étant également responsable de ce qui a été mis sur le marché. Et à ce titre-là, doit prendre part au dédommagement des patientes qui ont été victimes de ce scandale. Donc, voilà. Alors, ça, ce paysage est valable pour une grande majorité des fabricants de dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux n'ont pas tous le même risque en fonction qu'ils sont implantables, pas implantables, en contact avec des muqueuses, des peaux saines, des peaux déjà altérées, suivant certaines parties du corps. Donc, on a également la notion de risque qui va rentrer en ligne de compte. Et pour les dispositifs à plus faible risque, les organismes notifiés n'interviennent pas. On va dire que vous avez le feu vert tout de suite. Pour autant, et j'insiste vraiment là-dessus, le dossier technique et le système qualité doivent quand même être mis en place par le fabricant. Donc, ces notions de classe de risque sont représentées ici. Donc, elles dépendent de la technologie, innovante, pas innovante, du cas d'usage du dispositif, du tissu ciblé. Voilà, on peut imaginer qu'on va faire plus attention à un appareil qui va traiter quelque chose autour de l'œil, par exemple, qu'un dispositif qui va, entre guillemets, juste s'appliquer sur la peau, voire qui ne va jamais rentrer en contact avec, avec le patient, comme peuvent l'être la plupart des dispositifs médicaux numériques, et comme le sont, au contraire, des dispositifs médicaux connectés. Donc ce risque va influencer la manière d'accéder au marché ou en tout cas le temps nécessaire pour cet accès au marché. Et pour schématiser, on peut dire que plus la classe de risque est élevée, plus il va falloir montrer patte blanche en termes de sécurité et de performance du dispositif. Et donc pour la classe 1, le feu vert est quasi instantané, à condition bien sûr d'avoir déjà travaillé sur une organisation interne et un système qualité et sur un dossier technique et des rapports de test. Bon voilà, c'est un petit peu juste pour vous montrer et on voit bien que dans les classes 3, voilà, sans le vouloir forcément, on retrouve finalement des dispositifs médicaux implantables, alors qu'en classe 1, on voit qu'il y a beaucoup moins d'interaction avec l'anatomie du patient. Un dispositif médical, donc en fait, qu'est-ce qu'un DM? C'est un appareil qui va avoir avant tout une fonction mécanique, contrairement aux médicaments qui vont eux plutôt avoir un effet chimique sur le patient. Donc ça peut être un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel, etc., qui vont être destinés par le fabricant. Ça, c'est très important. C'est le fabricant qui décide avant tout si le dispositif est un dispositif médical ou pas. Avec plus ou moins de latitude, on va le voir. Vous avez une règle, pour savoir si on est en classe 1, en classe 2, en classe 3, en classe 2B, pardon, vous allez avoir des règles de classification. Et là, j'ai juste mis devant nous les règles qui s'appliquent à tout ce qui est logiciel. Donc, on voit qu'un logiciel, finalement, on voit 4 couleurs qui apparaissent. Donc, en fonction, voilà, c'est un éventail enfin, avec l'amplitude la plus large. Il peut être soit de classe 1, soit de classe 2A, soit de classe 2B, soit de classe 3, en fonction des conséquences de l'information que ce logiciel va pouvoir donner. Donc en général, c'est à visée thérapeutique ou diagnostique, et en fonction de l'incidence des décisions qui sont prises, et finalement de, de la, l'intervention ou pas d'un médecin dans ce choix diagnostique vont faire que ce logiciel sera plus ou moins en boucle fermée et peut directement passer en classe 3 en fonction de l'incidence de ces décisions. Pour autant,
Ces logiciels peuvent être associés à ou doivent être associés avec des composants, je dirais, physiques, hardware, qui sont incontournables pour le fonctionnement du logiciel. Un bracelet connecté avec des capteurs, un smartphone ou un casque de réalité virtuelle. Donc depuis, voilà, eux aussi vont prendre part de manière plus ou moins prégnante à ce rôle de dispositif médical. Donc, suivant la configuration de ce logiciel embarqué, séparé du reste du dispositif, si cette partie hardware est DM ou non DM en soi, c'est-à-dire si dans son implication dans la finalité médicale du dispositif, et les modalités de mise sur le marché peuvent différer. Et le fabricant peut aussi avoir à faire évaluer euh, la conformité de son composant physique. Donc, est-ce qu'on a le choix en fait d'être DM ou pas? Non, si la finalité est évidente, avec les règles de classification rapidement évoquées tout à l'heure, par exemple, pour tout appareil de contraception, on est clairement en dispositif médical, il n'y a pas vraiment, il y a pas de marge de manœuvre possible, ou si l'action du DM est en lien évident avec le traitement d'une maladie. Parfois, ça peut être quand même un petit peu, borderline, donc on peut avoir des guides d'interprétation, qui ne sont pas du tout officiels, mais qui permettent, de comprendre si on est, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bien-être, ou de l'ordre du dispositif médical. On peut penser alors moi je il y a très longtemps, hein, voilà, je mets en place une cabine de douche pour des personnes handicapées. Est-ce que finalement je suis un dispositif, médical ou pas? Puisque des déambulateurs sont des dispositifs médicaux. Parfois aussi, ça va dépendre du positionnement du fabricant. Quand celui-ci aura malgré tout une certaine latitude, il va falloir, qu'il puisse prouver la revendication qu'il assigne, qu'il affecte à son dispositif, médical. Donc en fait, à partir du moment où on a une définition plus ou moins évidente, une cible plus ou moins évidente en termes de, heu, fonctionnalité, de revendication de l'appareil, hem et la revendication associée du fabricant qu'il va mettre autour, alors, heu, ces deux éléments font qu'on va devenir un dispositif, médical. Donc voilà, j'essaie un petit peu de faire un distinguo entre les 2. À gauche, un dispositif médical, donc on a une finalité médicale, thérapeutique, diagnostique. Les cibles sont les mêmes, peu importe que votre cible soit les professionnels ou le grand public, ce qui compte, c'est la finalité. Mais dans ce cas-là, vous avez un certain nombre de preuves cliniques à apporter. Alors que quand on est un équipement de bien-être, on n'a pas de finalité médicale prouvée. Ça peut être juste de la relaxation et pas, un traitement de troubles, de l'attention, par exemple. Les cibles peuvent être également les mêmes. Ce n'est pas parce que je suis utilisée par un professionnel de santé que automatiquement je vais être un dispositif médical et les preuves cliniques ne sont pas obligatoires. Par contre, il va falloir montrer que je suis conforme, dans ma construction parce que je suis un dispositif, par exemple électrique, électronique et que je dois quand même, garantir la sécurité électrique, heu, du dispositif. Et là, il y a pas d'examen préalable, contrairement au cas des dispositifs médicaux. Donc voilà rapidement quelques exemples et contre-exemples. Un amplificateur de son va être considéré comme un appareil pour du confort, alors qu'une aide auditive avec une certaine compensation, un certain pourcentage de la surdité va faire qu'on va être considéré comme un dispositif médical. Voilà, on connaît tout un tas de montres connectées aujourd'hui qui vont nous permettre de suivre, des performances, sportives et alors que, heu, voilà, si je vais vérifier un état de santé spécifique et éventuellement même générer une alerte, alors je vais être considérée comme un dispositif médical ou poursuivre des maladies chroniques ou carrément détecter des risques de fibrillation auriculaire. Alors je vais me dépêcher un petit peu, j'en suis désolée. Voilà. On a voilà, les plus jeunes ou les moins jeunes parents ont connu, des babyphones pour juste surveiller, les mouvements du nourrisson. Par contre, un dispositif qui peut vous alerter avant un arrêt respiratoire, dans le cas de la mort prématurée des nouveau-nés, fait que vous devenez un dispositif médical. Voilà et pareil pour des appareils de pressothérapie, en fonction de ce que va revendiquer le fabricant. Donc aujourd'hui sur le marché, sur ces derniers dispositifs, on trouve de tout et des dispositifs médicaux et des non-dispositifs, mais tout dépend de ce que vous êtes en mesure et de prouver, derrière ces appareils.
Pour autant, donc il faut rester, conforme à la réglementation. Donc aujourd'hui, en termes d'impact, quand on est un dispositif médical, les délais sont assez longs. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps que l'organisation qualité se rôde, de pouvoir acquérir des preuves de sécurité clinique notamment, et aussi le temps de contractualiser avec un organisme notifié. En termes de coûts, voilà, les coûts ont significativement augmenté, moi je le vois depuis 5 ans. Heu, voilà, il faut compter, pour contractualiser avec un organisme notifié, ils ont un devoir de transparence, mais pour autant, le chemin n'est pas forcément hyper bien balisé, au départ. Vous ne savez pas forcément pour combien de temps vous êtes parti avec votre organisme notifié, contrairement à ce qu'on peut voir, au niveau des États-Unis. Donc ça, il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros et je pense que le billet d'entrée, c'est au moins 20 000 à 30 000 € avec l'organisme notifié. Je ne parle pas des tests de sécurité. Et en termes organisationnels aussi, voilà un petit mouton à 5 pattes puisqu'on va vous demander de vous faire accompagner ou en tout cas d'avoir en interne des personnes qui ont la connaissance et l'expérience. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut être prêt, j'allais dire mentalement. Comme me disait une responsable qualité, c'est l'accès au marché pour un dispositif médical, c'est un marathon, mais qu'on court à la vitesse d'un sprint et je trouve que c'est vraiment, une bonne image. Il faut être prêt financièrement également, techniquement et réglementairement parlant pour pouvoir parler d'égal à égal avec vos interlocuteurs, que ce soit, l'autorité de santé ou l'organisme notifié et quand même une certaine stabilité et maturité puisqu'il faut donner confiance et ça finalement, cette stabilité, cette maturité, c'est un peu contradictoire avec, ce qu'on a, esprit start-up. Voilà, donc en conclusion, heu, finalement la frontière peut être ténue entre les DM et les non DM. Le règlement permet encore des approches un peu différentes malgré tout, même s'il a clarifié certaines choses. Et en tout cas, ce qui est important une fois que vous vous êtes engagé sur un chemin, c'est d'avoir une communication qui est cohérente, que vous soyez DM ou non DM, avec, ce que votre dispositif est réellement en capacité de faire. Et ça concerne votre site internet, mais pas que, notamment, la communication que vous avez sur les réseaux sociaux. Donc attention, on tout n'est pas terminé. Le règlement a prévu d'englober aussi des appareils à visée non médicale. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais cette liste pourrait tout à fait s'étendre, dans le futur, comme, des stimulateurs, des appareils à cryothérapie, des appareils à longueur d'onde, laser, lumière pulsée, qui ont plutôt des visées esthétiques, mais qui doivent aujourd'hui se conformer finalement aux mêmes exigences que le règlement pour les dispositifs médicaux. Donc à suivre de près. Voilà, donc je vous ai laissé mes coordonnées. Je laisserai à Coralie, bien sûr la présentation et je vous remercie de votre attention et voilà, j'ai grignoté de 4 minutes, la On avait présentation donc commencé un peu en retard, s'il y mais a c'est encore un bon. petit peu de temps pour les questions, Oui, je pense qu'on peut voilà, prendre je quelques reste, minutes pour les questions. à J'ai vu qu'il y avait disposition. une question dans le chat, mais qui a été répondue entre-temps, donc je pense que cette question en est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Eh bien, parfait. De toute façon, il faut bien avoir en tête que nous, côté Biotech Santé Bretagne, on a ce rôle aussi de vous accompagner dans la compréhension du cadre, enfin du règlement des dispositifs médicaux et d'essayer d'identifier avec vous aussi sur quel peut être l'impact pour votre entreprise et d'identifier le cadre réglementaire qui va avec. Et puis après, on travaille régulièrement avec Stéphanie et d'autres consultants du territoire pour après vous confier entre de bonnes mains de personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes ces spécificités du dispositif médical pour être accompagné et être conseillé au mieux dans tout ce qui va être rédaction de la documentation technique, les tests associés et puis l'accompagnement à la mise en conformité et à l'accès au marché. Merci Merci, beaucoup Stéphanie. Et à puis on va bientôt, pouvoir au laisser revoir. la parole à Damien. Damien, je vois que ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous ou pas. Ah, c'est bon. Ah, pardon, j'étais en train de gérer le problème d'écran. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager mon diapo et je vais me présenter. Alors, tac, ça va bien.
Alors déjà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Je vais mettre en grand. Ouais, là, on le voit en petit encore. C'est parfait. Parfait. Donc bonjour à toutes et tous, donc Damien Andrieux, je suis consultant chez Dosha Consulting, donc plutôt spécialisé dans le secteur e-santé au sens large. Et je travaille depuis que 2 ans maintenant sur tout ce qui est feuille de route du numérique en santé, historiquement sur tout ce qui est Ségur du numérique. J'interviens aussi donc sur l'accompagnement des fabricants de dispositifs médicaux numériques sur leur mise en conformité par rapport à la télésurveillance et puis plus largement tout ce qui est dispositifs médicaux numériques, que ce soit au niveau de leur conformité vis-à-vis des dossiers ANS. Donc ça, je laisserai l'ANS en parler directement. Et puis tout ce qui est accès au remboursement, donc plutôt les démarches qui vont avoir lieu avec la HAS notamment. Donc j'ai fait plus large, Coralie, que télésurveillance. J'ai élargi à DMN, la télésurveillance n'étant qu'un des éléments, ça fait partie des DMN, ça va suivre aussi dans la présentation. Donc le sommaire, donc première partie, on va s'intéresser d'abord à tout ce qui est droit commun, donc les procédures classiques, avec un zoom sur la prise en charge par LPPR et GHS, donc j'y reviendrai. Et puis en dernière partie, des procédures dérogatoires plus spécifiques, mais qui sont importantes à connaître en fonction de votre situation. Donc sur le parcours des droits communs, un schéma qui va donner un petit peu le plan là, de la première partie. On en a parlé juste avant, le prérequis c'est d'avoir un DMN marqué CE. Et après, vous avez deux possibilités. Donc, c'est en fonction de l'adressage sectoriel. Soit vous allez être sur la partie hospitalière, établissement de santé, et auquel cas vous allez avoir droit à une prise en charge via les groupes homogènes de séjour, dans le cadre de la T2A des établissements de santé. Soit vous êtes plutôt sur le secteur ville, et auquel cas vous allez plutôt être inscrit au sein de la LPPR, donc la liste des produits et prestations remboursés par l'assurance maladie. Je rentre pas dans... Ah, je crois que le micro, tu as coupé ton micro par. Mais garde, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, je vais dérouler après la suite du schéma à travers les différentes slides qui viennent, donc je ne rentre pas plus dans le détail. J'avais prévu. Alors, si ça va bien passer. Donc, je vous passe le marquage SHE parce qu'on l'a vu juste avant. Donc, je vais faire le zoom directement sur la partie LPPR et GHS. Alors, je vais démarrer. Pour resituer ce que je disais tout à l'heure, donc DM en ville, ça va plutôt être LPPR avec 2 niveaux de financement. La première, ça peut être un financement directement du produit, donc l'usage individuel, ou alors si le produit est utilisé dans le cadre d'un acte thérapeutique, il peut être financé à travers cet acte-là. Et donc là, le tarif va plutôt être défini non pas par le Comité économique des produits de santé, mais par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Et côté établissement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc le tarif va être lié au séjour. Une inscription sur la liste GHS, avec une petite exception, j'y reviendrai, parce que la GSF c'est défini par la loi de sécurité sociale chaque année, et donc pour un éditeur ou un fabricant de dispositifs médicaux numériques ou DM tout court, qui aurait une innovation qui nécessiterait potentiellement une prise en charge tarifaire plus importante, il peut passer par un cadre dérogatoire qui est la liste LPPR en sus. Alors, sur la partie LPPR classique, donc je l'ai déjà dit, donc c'est soit l'acte, soit individuel, et la liste en sus, et donc ça porte sur le DM lui-même ou l'usage du DM, donc dans le cadre de la prestation. Et la LPPR est divisée en 5 parties. Donc, il y a le premier titre, qui sont plutôt les DM pour traitement à domicile, à la vie, aliments et pansements. Les orthèses-prothèses, en fait, c'est des classes de risques qui vont définir le niveau, un peu comme on a vu tout à l'heure pour le marquage CE, et qui vont venir catégoriser les dispositifs médicaux au sein de la LPPR. Donc, je vais pas lire ce qu'il y a sur la diapo, vous avez les éléments.
Alors, la LPPR, donc, c'est le fabricant qui doit faire une demande d'inscription sur la LPPR, donc soit en ligne générique, soit en nom de marque. Cette déclaration, elle doit être faite aussi auprès de l'ANSM. Donc, on a évoqué l'ANSM tout à l'heure, donc il y a aussi un rôle de contrôle. Donc, auprès de l'ANSM, vous allez préciser le code que vous allez recevoir quand le DM va être inscrit sur la LPPR, donc ce sera le code LPP. Et donc, le principe général, on va dire comment dire, le process le plus simple, c'est une inscription par description générique. Donc, la démarche côté HAS, ça va être une autodéclaration que vous allez faire en décrivant les caractéristiques principales de votre dispositif médical, qui vont recouper avec des dispositifs médicaux qui existent déjà sur le marché, d'où le terme générique. Et ça va vous dispenser en fait d'un dossier médico-technique que vous allez devoir transmettre à la HAS. Donc ça, c'est ça la plus-value de la description générique. Après, vous pouvez très bien faire le choix de faire une présentation de votre dossier sous nom de marque, parce que soit vous avez un caractère innovant, donc vous ne retrouvez pas le dispositif dans les lignes génériques, soit, donc c'est la ligne d'en dessous, soit pour terminer, vous avez un dispositif qui, sur les impacts de dépenses assurance maladie ou de santé publique ou en termes d'organisation, par exemple, ou de spécifications techniques, nécessite que vous fassiez un dossier plus complet auprès de la HAS qui va mener derrière l'évaluation médico-technique pour vérifier que votre dispositif répond bien à certaines exigences, normes, avant que le ministère reprenne le dossier et valide l'inscription sur la LPPR. Donc, dans le cadre de la ligne générique, vous allez simplement faire une demande via code unique. Donc, il y aura le lien, on a mis quelques liens, on vous partagera le diapo. Pour le nom de marque, il y a des démarches supplémentaires à réaliser, notamment auprès et du ministère et de la HAS. Donc, vous avez, on va dire, double acteur, interlocuteur sur ces thématiques nom de marque. Donc, le CNEDIM, qui est une entité de la HAS sur lequel vous allez déposer votre dossier médico-technique, et puis la CEPS, donc le Comité économique des produits de santé, là, qui est côté ministère, et qui définira le tarif de remboursement de votre produit une fois que la CNEDIM aura rendu son verdict sur le fait que votre solution est éligible ou pas à une inscription. La durée maximale d'inscription, c'est de 5 ans. Donc, il faut renouveler avec une anticipation de 6 mois le temps de l'instruction du dossier. Donc voilà, le cadre général de la LPPR. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la LPPR, il y a une petite subtilité qui fait le lien avec la partie GHS. C'est la liste en sus. Donc la liste en sus, ça a un intérêt pour un fabricant qui est dans un secteur hospitalier, donc qui par définition ne devrait pas être sur la LPPR. Mais la partie GHS n'est pas intéressante en termes de tarification, parce qu'il y a eu une innovation supplémentaire qui nécessite des frais supplémentaires, etc. Que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de coûts de développement, par exemple, de votre côté. Donc, il faut apporter cette preuve de l'innovation. Pareil, c'est des démarches auprès de la HAS, donc via le CNEDIM, qui va évaluer la pertinence médico-technique de votre solution. Il y a également un dossier à faire auprès de la CEPS de la HAS. Alors, CEPS, cette fois-ci, c'est C2EPS, pour faire simple. Donc, eux, ils vont plutôt étudier votre dossier économique et rendre un avis consultatif auprès du ministère et de la CEPS, CEPS, sans le double E. Et donc, ça vous permet derrière, avec l'aval du ministère, d'être inscrit sur la LPPR liste en sus pour avoir de meilleures prises en charge de votre produit ou de vos produits, parce que le cas de GHS n'était pas satisfaisant pour vous. Donc la procédure, il faut d'abord s'inscrire sur la LPPR classique, et après, en plus, vous faites une demande pour être inscrit sur la LPPR en sus, en apportant les preuves nécessaires. Donc, comme je l'ai dit, au travers de la HAS, et ensuite, pardon,
au niveau du ministère, donc cette fois-ci auprès de la DGOS, qui devra réceptionner le dossier. Donc les critères d'évaluation sont multiples. Il y a l'usage attendu du DM, le niveau de service attendu, le niveau d'amélioration attendu, c'est là qu'on va aller challenger l'innovation, l'estimation de la fréquence d'utilisation au sein des établissements pour définir aussi à travers le coût, donc la ligne suivante, l'enveloppe budgétaire de tarification estimée. Et puis, il y a une application du principe d'égalité au regard des comparateurs existants pour justement comparer avec d'autres solutions qui ne sont pas exactement dans le même champ, mais qui sont en partie comparables. Sur la partie hospitalière, cette fois-ci, donc sur le pendant GHS, donc lié à la T2A, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le parcours classique, il n'y a pas d'évaluation spécifique. Vous allez directement intégrer votre dispositif dans les GHS d'établissement. La condition, c'est qu'il va falloir négocier avec les établissements pour que eux référencent dans leur liste de dispositifs dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement votre produit. Donc, dans le public, c'est la commission médicale d'établissement qui va décider cette liste-là. Dans le secteur privé, ce sera plutôt les conférences médicales d'établissement. Mais il n'y a pas de démarche, on va dire, étatique en tant que telle sur le cas nominal GHS. Exception, donc c'est la fin de la diapo, la liste positive qui a été définie dès 2011 et qui était là pour renforcer le niveau de sécurité sanitaire de certains produits assez sensibles, donc très dépendants du niveau de risque médical et technique. Et cette liste-là, en fait, elle est définie par un arrêté ministériel, donc qui est la diapo suivante, et qui contient un ensemble de dispositifs médicaux qui sont listés ici. Alors, je ne vais pas les reparcourir, vous les avez, et qui vont définir en fait les modalités d'inscription de votre produit. Alors, soit en nom de marque, soit en description générique. La description générique étant spécifique à la partie défibrillateur cardiaque implantable conventionnel. Et donc, si votre produit rentre dans ces libellés-là, dans un de ces libellés-là, vous allez devoir avoir des démarches institutions publiques. Et donc, ça va être un peu le même fonctionnement que l'on a vu tout à l'heure, un dossier HAS et un dossier auprès du ministère pour que votre solution soit inscrite sur la liste intra-GHS et qu'il soit éligible à une prise en charge à travers ces groupes homogènes de séjour. Donc là, c'est un petit récap de ce que je viens de dire, avec une première étape de dépôt HAS ministère, l'évaluation de la HAS via le CNEDIM, toujours sur la partie médico-technique, qui va estimer si le service attendu est suffisant ou insuffisant. Si c'est insuffisant, bah, du coup, ça sera une non-inscription. Si c'est suffisant, c'est le ministère derrière qui va acter l'inscription de votre dispositif sur la liste, indépendamment que ça soit nom de marque ou ligne générique. J'en ai terminé sur la partie droit commun. Et donc, on va basculer là sur la dernière partie, que sont les prises en charge dérogatoires, et qui sont fortement liées au fait que vous êtes dans votre situation de produit, vous n'êtes pas assez mature pour déposer un dossier qui respecterait les contraintes du droit commun, que ce soit HAS ou ministère. Et donc, il y a des procédures de prise en charge simplifiées, pas forcément, mais en tout cas anticipées, on va dire. Donc, le premier, c'est le forfait innovation, ou appelé aussi prise en charge forfaitaire. Donc celui-ci, il est conditionné à la réalisation d'une étude clinique ou médico-économique. Donc on voit qu'on est vraiment dans les premières phases de votre produit. Vous n'avez pas encore forcément le dossier clinique ou médico-économique. Et donc cette prise en charge, pareil, il y a un double contrôle de la HAS et du ministère pour y avoir droit. Donc les technologies candidates doivent disposer au moment du dépôt de dossier de données doivent prouver qu'il y a un bénéfice important pour la santé des usagers. Donc, c'est la composante innovation. Il doit aussi avoir une ébauche vis-à-vis de l'étude clinique qui va être faite
pour montrer que l'étude clinique va permettre d'apporter des preuves derrière de la plus-value de votre produit. Et tous ces éléments-là vont permettre derrière de définir une tarification et le montant de la prise en charge forfaitaire qui va couvrir aussi vos coûts d'études cliniques. Donc, 2 points importants quand même à prendre en compte là-dedans. Donc, c'est ce que je disais, le protocole de l'étude proposée, c'est obligatoire, ça doit faire partie intégrante du dossier de demande. Le demandeur du forfait innovation est également promoteur de l'étude. Il faut que ça soit la même entité. Et donc, les conditions d'éligibilité au forfait innovation, caractère innovant, j'ai déjà dit. C'est une procédure dérogatoire qui vous laisse le temps derrière, via financement, de monter votre étude clinique et d'apporter toutes les preuves qui vont vous permettre d'avoir un dossier plus abouti, qui vous feront rentrer dans le droit commun, parce que l'objectif, c'est toujours d'aller sur le droit commun pour vous inscrire dans les règles communes, quoi. Deuxième aspect d'une prise en charge dérogatoire, donc c'est la prise en charge transitoire. Donc cette prise en charge transitoire, elle est valable 1 an. Euh, donc là, cette fois-ci, il faut donc s'il y a des dispositifs, pardon, ayant une finalité thérapeutique ou de compensation d'un handicap. Donc on est sur un champ plus restreint en termes de périmètre. Il y a des critères d'éligibilité, donc permettant d'apprécier le potentiel de la technologie. Et les conditions, donc il faut d'abord être marqué CE, donc ça reste immuable. Le produit ne doit pas être pris en charge par une prestation d'hospitalisation, parce que ça voudrait dire que vous seriez dans le cadre des GHS, donc déjà dans le cadre du droit commun. L'industriel doit s'engager, dans ce que je disais, dans une démarche de prestation LPPR dans un délai de 12 mois. La prise en charge transitoire, ça vous permet d'avoir les éléments en avance de phase, le remboursement de l'avance de phase, mais vous avez 1 an pour vous mettre en conformité complète. Dernier sujet de prise en charge dérogatoire, donc c'est la prise en charge anticipée, PECAN. Donc pareil, celle-ci c'est 1 an renouvelable, non renouvelable, pardon. Par contre, vous avez seulement 6 mois là pour le coup pour démarrer les démarches auprès de la HAS et du ministère sur l'entrée dans le droit commun. Et les DMN éligibles cette fois-ci, donc c'est toujours marqué CE, les solutions à visée thérapeutique exclusivement. Présomption d'innovation. Il n'y a pas d'obligation d'innovation. La preuve peut être apportée après. Donc, bénéfice clinique, progrès dans l'organisation des soins. L'innovation peut être sur les 2 volets ou l'un ou l'autre. Et puis, il faut aussi avoir en tête les comparateurs solutions, avec un petit benchmark de solutions concurrentes pour prouver cette possibilité d'innovation. Et donc, ce qui est important, c'est le dernier point. Vu que dans 6 mois, il faudra déposer un dossier complet, vous serez éligible PECAN que si vous avez déjà entamé une procédure d'étude, mais qui n'est pas aboutie, mais qui atterrira dans les 6 mois pour vous puissiez constituer votre dossier correctement auprès de la HAS ou du ministère, pardon. Bon, il y a un petit glossaire, là, quelques biblios aussi où vous pouvez compléter cette vision macro. Et puis, voilà, vous avez également ici mes coordonnées. S'il y a des questions éventuelles au-delà de l'échange là, et des questions-réponses qu'on va pouvoir avoir maintenant, vous pourriez me contacter et puis répondre à vos questions plus tard. Super. Merci Damien. C'était très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. Pour le moment, aucune de spécifiquement remontée dans le chat, mais n'hésitez pas, on a quelques minutes devant nous avant de donner la place à l'ANS. Donc, Damien est là pour répondre à vos questions.
Aucune question. Moi, je profitais des quelques minutes qu'il y a du coup pour vous parler, enfin voilà, ces sujets un peu accès au remboursement et de la partie dispositifs médicaux numériques. Donc là, il y aura un focus un peu plus télésurveillance qui sera fait sur une des 2 sessions, mais nous allons organiser Biotech Santé Bretagne en lien avec Dosha Consulting, des formations d'ici, enfin, il y en a une fin novembre et une début décembre. Donc, je reviendrai à la fin des slides, à la fin des présentations sur le détail de ces formations, mais sachez que ces sujets-là seront tous ces sujets-là seront approfondis lors de formations que nous allons organiser. Du coup, j'ai vu qu'entre-temps, une question était arrivée dans le chat. Donc Christine Toneatti-Dame aussi, ce qui demande quelle part est en proportion des DM sur LPPR et GHS. En toute transparence, je n'ai pas l'info, donc on va creuser, puis on reviendra vers vous. On reviendra vers vous. Pour moi, il y a, de ce que j'en ai vu, il y a plus de DM sur la partie LPPR qu'en GHS, mais pour vous confirmer pleinement, on va regarder ces statistiques-là que j'ai pas regardé dernièrement. Prochaine question, pouvez-vous... Ah, sous mes yeux. Pouvez-vous repréciser la différence entre PECAN et le parcours PECT? Ouais, c'est le périmètre d'entrée en fait qui va changer. Donc sur la partie prise en charge transitoire, donc PECT, c'est les critères d'éligibilité. Je les ai pas cités, effectivement, donc il y en a 5. C'est entrer dans la prise en charge d'une maladie grave ou rare ou compenser un handicap. Ne pas avoir de comparateur pertinent, donc autrement dit, intervenir sur un besoin médical non ou mal couvert. Être susceptible d'apporter une amélioration significative de l'état de santé ou de la compensation du handicap du patient. Être susceptible d'être innovant, notamment parce qu'il présente un caractère de nouveauté, au regard des évolutions techniques ou au regard de la technologie utilisée. Et être susceptible, au vu des résultats des études cliniques, de présenter une efficacité clinique pertinente et un effet important, notamment sur la balance bénéfice-risque vis-à-vis des effets indésirables potentiels. Tandis que Pécan va plutôt être focalisé, comment dire, sur des... Il y a moins de restrictions sur les critères d'éligibilité, en fait. Si vous avez un dispositif autre que le traitement d'une maladie grave ou rare, vous pouvez plutôt basculer sur Pécan, qui a une dimension un peu plus large que le transitoire. Parfait. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vais profiter des 2 minutes qui nous restent avant de passer la main à LNS pour vous montrer dès maintenant. Merci beaucoup, Damien, du coup, pour ta présentation. Et donc, pareil, on vous enverra les slides à la suite de l'après-midi. On vous enverra les slides de Damien. Donc, j'ai profité des 2 minutes qui nous restent pour évoquer les 2 formations que nous allons organiser donc avec Dosha Consulting dans le cadre de notre rôle d'animation et de vous accompagner au mieux sur le territoire breton. Donc, une première formation sur la mise en place d'un dispositif de santé numérique sur le marché. Donc, cette formation va avoir lieu le 21 novembre à Rennes. Il reste quelques places, donc on vous conseille de vous inscrire assez rapidement pour pouvoir participer à ces formations. Donc, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de comprendre le cadre général de la mise sur le marché d'un dispositif de santé numérique. Donc, avec dans un premier temps un peu toutes les dynamiques qu'il y a sur le côté ministériel et national, avec la présentation de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027 et l'analyse de la doctrine du numérique en santé et donc tous les différents référentiels et services socle attendu. Et puis une seconde partie sur la présentation de la démarche structurée pour préparer la mise sur le marché d'un dispositif médical. Donc là, ce sera dispositif numérique, mais avec un focus dispositif médical. Mais cette journée-là ne traitera pas seulement du dispositif médical. Il faut bien avoir en tête que ces formations sont faites dans le cadre de Dosha Academy et donc une prise en charge OPCO est possible pour l'ensemble des participants.
Donc cette formation a lieu dans le centre-ville de Rennes, donc facilement accessible pour l'ensemble du territoire. À savoir que ces formations sont principalement à destination de nos adhérents, donc une priorité est faite sur les adhérents de Biotech Santé Bretagne pour les inscriptions à ces formations. Une seconde formation va avoir lieu, pareil, avec Docha le 12 décembre, donc à Rennes également. Cette fois-ci sur l'accès au marché et le remboursement de la télésurveillance. Donc là, on va vraiment être sur des dispositifs médicaux numériques et particulièrement la télésurveillance, avec une première partie sur la télésurveillance médicale, une nouvelle forme d'organisation de la pratique médicale au service du parcours de soins du patient, et une dernière partie sur le cadre réglementaire relatif à la commercialisation et au financement d'un dispositif médical numérique. Donc là, on va être vraiment très focus télésurveillance et donc cette formation est tout à fait adaptée à l'ensemble des acteurs agissant ou amenés à agir dans le spectre de la télésurveillance. Donc tout comme la première formation avec une prise en charge OPCO possible, et puis avec encore quelques places de disponibles, mais un petit peu moins que la première. Donc ne pas hésiter à s'inscrire dès que possible et à contacter donc Biotech Santé Bretagne, donc Guirec Ilion, mon collègue, ou moi-même pour plus d'informations sur sa formation ou même simplement pour qu'on vous aide à vous inscrire si besoin. En vous envoyant les slides, on vous enverra également les informations et les liens d'inscription à ces formations. Et donc là, je vois que toute l'équipe de l'ANS est connectée et donc prête à... donc juste sur les formations, non, les deux seront sur Rennes. Une des formations a lieu le 21 novembre et l'autre le 12 décembre. Donc sur Rennes, pour répondre à la question de Christine. Damien, merci beaucoup. Et puis, je vais maintenant laisser place à Ouais, l'équipe de l'Agence du numérique en j'étais un santé. peu speed, je voulais laisser la place à l'ANS qui a pas mal à dire. C'est parfait. La parole est à vous. Oui, bonjour Coralie, bonjour à tous. Je vois qu'il y a 33 participants, donc c'est super. Donc, je suis Gilles Brault, je suis directeur du domaine de la conformité à l'ANS, à l'Agence du numérique en santé. Et je remercie Coralie et Biotech Santé Bretagne pour nous demander d'intervenir sur un sujet d'actualité qui nous mobilise bien actuellement, à savoir les dispositifs de certification de conformité TDMN et de téléconsultation. Pour cela, je suis accompagné de deux collègues, Yves Lorillard, qui est responsable de projet sur la télésanté, et Thomas Guay, qui lui est en charge de l'outillage de la plateforme Convergence que vous connaissez très certainement. Alors, ce qu'on voulait vous proposer, c'est une articulation en 3 temps. Dans un premier temps, donc c'est Yves qui va prendre la parole justement pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est sur le processus de certification de conformité des DMN, l'état des lieux par rapport au guichet, au parcours, les prochaines étapes, donc sur une durée d'une 20aine de minutes. Yves continuera sur l'autre sujet concernant la téléconsultation, sur 10 minutes environ. Et après, c'est Thomas qui nous présentera la plateforme Convergence et comment ça s'avère faire avec la certification de conformité des DMN sur une 15aine de minutes. Après, Coralie, pour les questions-réponses, quelle est la pratique? C'est on regroupe à la fin ou c'est entre chacune des 3 parties? Comment ça Comme vous fonctionne? préférez, là pour le moment, on a déjà fait les 2 sessions de questions-réponses pour les 2 parties précédentes qui ont précédé l'intervention de l'ANS. Donc après, c'est vous par rapport à votre déroulé. Est-ce que vous préférez de mettre que ça soit peut-être un peu plus dynamique si on met 2-3 minutes de questions-réponses entre ou à la fin? Partie peut-être, parce que sinon, si on revient sur des sujets sur lesquels on a déjà abordé, mais peut-être attendre au terme des 3 parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne peut pas anticiper certaines questions, d'aller peut-être au bout des 3 présentations. Donc, on a un fil conducteur, un support de présentation. Alors, je ne sais pas qui a la main. Je ne sais pas si c'est de l'autre côté. Je vais prendre la main, Gilles, alors. Hein. Okay. Ouais. Et merci à toi, si tu as fini.
pour démarrer. Oui, oui, je te laisse donc débuter la présentation, Yves. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous voyez tous bien la présentation. Donc moi je suis Laurie Gard, donc chef de projet à l'ANS, donc comme le disait Gilles, en charge des projets de télésanté et principalement des référentiels, donc des dispositifs médicaux numériques qui incluent effectivement la télésurveillance et également d'actualité le référentiel de téléconsultation. Donc je vais effectivement vous présenter les deux premières parties et puis je laisserai la parole à Thomas et on fera donc la session de questions-réponses à la fin, comme ça, parce que peut-être Thomas aura des réponses à certaines de vos questions. Voilà. Donc, on va commencer sur la partie donc, des dispositifs médicaux numériques. On a séquencé en plusieurs parties. Tout d'abord, expliquer un petit peu le périmètre d'application du référentiel, à qui il s'applique. Ensuite, le contenu du référentiel, qu'est-ce qu'il y a dedans. Après, un petit historique assez rapide, mais surtout pour voir où on en est aujourd'hui de l'ouverture des guichets. Et on verra un petit peu plus tard au niveau des chiffres, combien il y a de candidatures, etc. Et puis, on pourra voir aussi donc, le processus de certification dans les grandes lignes. Et ça vous sera détaillé ensuite dans la présentation de Thomas sur la plateforme de convergence. Et puis nous verrons en dernière partie, sur la partie DMN, les prochaines étapes, parce que c'est vrai que certains, en termes de développement, peuvent être intéressés déjà pour savoir ce qu'il y aura dans les prochains mois. Voilà pour la partie dispositifs médicaux numériques. Donc, on va retrouver pas mal de notions qui ont été déjà présentées en première heure. Et donc, merci déjà pour toute cette présentation qui va m'affranchir de vous redéfinir ce que c'est qu'un DM, ce que c'est que la ligne générique et nom de marque, parce que c'est jamais très simple. Donc, nous, le périmètre d'application du référentiel des dispositifs médicaux donc numériques, on rajoute cette petite partie numérique. Donc, il faut effectivement déjà que ce soit un DM, donc qu'il ait son marquage CE. Et comme ça vous a été expliqué tout à l'heure, c'est en plein chamboulement avec les nouveaux règlements qui sont en cours. Et où les délais sont effectivement assez longs pour obtenir ce marquage CE. Donc, on accepte évidemment encore le marquage CE aux anciennes directives européennes. En tout cas, il faut que ce soit un dispositif médical, quelle que soit la classe, hein. Ça peut être classe 1, où ça existe encore, c'est encore accepté, 2, 3, 2A, 2B, enfin voilà. Et en tout cas, il faut que ce soit avec un marquage CE. Ensuite, évidemment, il faut que ça implique un traitement de données à caractère personnel. Et que ce soit conforme donc au RGPD. Et il faut aussi un usage individuel. Usage individuel, puisque effectivement, ce sont des dispositifs médicaux numériques qui rentrent dans le cadre d'un remboursement ou qui souhaitent être remboursés par l'assurance maladie. Voilà, donc ça, c'est aussi un aspect important aujourd'hui, c'est que ce certificat est utile donc, pour s'inscrire sur la LPPR, que ce soit en nom de marque ou en ligne générique, ou pour s'inscrire, alors le terme n'avait pas encore été utilisé aujourd'hui dans la présentation, sur la LATN, donc c'est aussi une liste, c'est la liste d'accès télésurveillance médicale, donc c'est pour la télésurveillance, c'est un nouveau nom, c'est l'équivalent de la LPPR, mais pour la télésurveillance. Voilà, donc ensuite, évidemment, aussi pour tous les remboursements, que ce soit pour la prise en charge anticipée ou la prise en charge donc, de manière transitoire, les PECAN et PECT que nous avons vus tout à l'heure. Dans tous ces cas de figure, il faut donc un certificat de conformité désormais au référentiel des dispositifs médicaux numériques pour être remboursé. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a donc dans ce référentiel? On a décomposé le référentiel en 6 parties, 6 grosses parties. Tout ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la doctrine du numérique en santé, vous allez retrouver toutes ces notions dans différents référentiels qui sont pour la plupart déjà opposables.
Donc, on retrouve une partie INS où il y a 2 degrés dans le référentiel des dispositifs médico-numériques. Soit on est référentiel d'identité, et dans ce cas-là, il y a tout le système d'identito-vigilance à faire dans le dispositif médical. Soit, par exemple, le dispositif médical numérique, le logiciel est intégré déjà, par exemple, à l'hôpital, et on peut récupérer l'identité auprès d'une gamme, par exemple. Et dans ce cas-là, on est simplement esclave de l'identité. Donc, c'est important, puisqu'il ne faut pas refaire en doublon toute l'identification du patient. Et en plus, si l'identité est déjà accessible, ça fait quand même beaucoup moins de développement pour le DMN à faire. Voilà. Ensuite, il y a toute une partie dans le référentiel qui concerne donc la sécurisation et l'authentification des professionnels de santé, avec ProSanté Connect qui est donc déjà opposable. Voilà, ça permet donc aux professionnels de santé de s'authentifier et de récupérer des fois des jetons d'authentification si c'est déjà authentifié sur d'autres logiciels. Donc ça permet un gain de temps, une meilleure sécurisation. Ensuite, il y a toute une partie annuaire de santé, donc pour effectivement sécuriser les numéros RPPS, et puis demain aussi les mails de MS Santé qui pourrait y avoir. Donc là, il y a aussi 2 parties techniques au choix du candidat, hein. Il peut soit utiliser les fichiers d'annuaire qui existent depuis longtemps, ou décider d'utiliser la nouvelle API en Fire, voilà, qui est en place depuis 1 an ou 2 ans maintenant. Voilà. Ensuite, il y a la partie RGPD, effectivement, dont on a déjà parlé, qui est donc obligatoire. Une partie portabilité des données aussi. Voilà, il y a qu'une seule exigence, hein, sur cette partie-là, mais c'est une partie importante pour montrer qu'effectivement le patient est bien propriétaire de ces données, et que il y a une certaine portabilité qui existe aujourd'hui si, mettons, il voulait changer de dispositif médical numérique. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important et qui est bien noté dans les textes de loi. Et puis, bien sûr, toute une partie PGSSIS, donc de sécurité, où il y a deux parties, hein, tout ce qui est accès patient et tout ce qui est aussi accès professionnel de santé. Voilà, donc ça fait un référentiel, donc on l'appelle la V1, hein, c'est le premier référentiel des dispositifs médicaux numériques, et il y a à peu près une centaine d'exigences. Voilà. Pour la ligne générique, il faut signaler que donc la ligne générique, c'est pour l'une des 5 pathologies qui étaient anciennement du programme étape. Donc je vais essayer de les citer les 5. C'est insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, le diabète et les prothèses cardiaques implantables. Donc pour ces 5 pathologies, il y a aussi des exigences qui sont issues des spécifications techniques HAS que l'ANS va vérifier dans le cadre de cette certification de conformité. Voilà, et donc c'est plutôt une bonne chose, puisque ça vous évite de déposer en ligne générique un dossier côté CNEDIMS, contrairement à quand on dépose un dossier en nom de marque. Dans ce cas-là, comme le disait Damien, il y a aussi un dossier à la CNEDIMS à déposer. Alors, où on en est de l'ouverture des différents guichets? Alors, on a l'historique sous les yeux. Je vais aller assez vite. Aujourd'hui, où on en est, le guichet nom de marque est donc ouvert depuis 6 mois maintenant, depuis mars 2023. Pour des raisons, on va dire, administratives et législatives, on a pu ouvrir le guichet Pécan qu'1 mois plus tard, début avril. Et puis, pour tout ce qui concerne la ligne générique, on a 4 pathologies sur les 5 qui sont avec un guichet qui est ouvert en mode nominal. Voilà, il y a aujourd'hui la partie encore prothèse cardiaque implantable qui n'est pas encore ouvert. Voilà, il y a des discussions côté ministère, et ça va ouvrir probablement dans les prochaines semaines.
Voilà, donc cette slide-là ne fait que retracer ce que j'ai pu vous dire et le schéma qu'on a vu. Alors, la certification, comment ça s'articule en quelques mots. Il y a donc déjà tout ça se passe sur la plateforme Convergence qui va vous être présentée en détail tout à l'heure. Pour l'ensemble des guichets, il y a en gros 2 phases. Il y a une première phase qui est plutôt une phase administrative où on va demander quelques données administratives. Et puis l'ANS va étudier la recevabilité de la solution, voilà, si c'est de la télésurveillance, si c'est en nom de marque ou si c'est de la ligne générique, on va vérifier effectivement que tout ça est conforme par rapport au dossier. Et puis une fois que le dossier est noté recevable, il y aura une convention à signer côté candidat, et puis nous pourrons lui ouvrir l'espace de preuve et il pourra déposer ses preuves. Et là, c'est vraiment l'instruction du dossier sur chaque preuve qui va être faite jusqu'à l'obtention finale du certificat si l'ensemble des preuves sont bien conformes. Alors, un petit, pour anticiper éventuellement quelques questions, combien de temps ça prend tout ça? Alors, en théorie, sur la phase 2, il y a à peu près 60 jours calendaires d'instruction du dossier. C'est noté dans les textes de loi, l'ANS a 60 jours d'instruction. Et ces 60 jours d'instruction démarrent quand le dossier est complet. Heu, donc le dossier complet veut dire quand il y a l'ensemble des preuves qui sont déposées. Par contre, dès qu'il y a une preuve qui va être notée non conforme ou incomplète, ça va arrêter effectivement le curseur. Donc en fait, l'attribution du certificat, aujourd'hui, on n'a pas encore énormément de recul. Vous avez pu le voir avec les dates d'ouverture des guichets, mais voilà, ça demande, la plupart du temps, plus que 2 mois pour obtenir ce certificat. Voilà. Alors, un petit zoom sur la partie certification donc des DM numériques. Alors, comme Damien l'avait dit, donc il y a la partie télésurveillance qui prend une grosse part des candidatures des dispositifs médicaux numériques, mais c'est pas les seuls. J'ai voulu un petit peu zoomer sur effectivement l'étude de recevabilité dans le cadre des DM numériques qui sont inscrits sur la LPPR, puisque ça regroupe des dispositifs médicaux numériques qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus voilà, beaucoup plus différents de la télésurveillance. Il y a des cas d'usage qui sont vraiment multiples, très variés. Et donc, cette étude de recevabilité est plus poussée côté ANS, puisque nous devons vérifier qu'effectivement déjà les dispositifs médicaux sont bien des dispositifs médicaux numériques. Voilà, on a un certain nombre de questions à se poser. Donc je l'ai détaillé voilà, à la slide d'après. Dans le cadre des DM donc, qui sont inscrits sur la LPPR, et je rappelle qu'ils doivent donc être certifiés conformes ANS au 31/12/2023. Voilà, il faut déjà traiter tous les DM qui sont aujourd'hui sur la LPPR. Et donc certains vont avoir besoin d'un certificat et d'autres n'en auront pas besoin parce que ce ne sera peut-être pas un dispositif médical numérique ou voilà, il n'aura pas un usage individuel ou il n'aura peut-être pas un traitement de données à caractère personnel. Voilà, je vous ai noté là les 5 questions en fait qu'il faut se poser pour savoir si le dispositif médical doit avoir un certificat ANS pour continuer à être remboursé et ne peut avoir le risque d'être radié début 2024. Alors, on est en train de faire justement un arbre de décision hein, sur cette partie-là et le publier sur le site de l'ANS pour clarifier cette partie-là. En attendant, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'ANS. Il y aura une slide à la fin pour tout ce qui est accompagnement technique.
Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe très vite. Alors, l'état des lieux des guichets, les points importants à signaler, c'est aujourd'hui, on a déjà 7 candidatures qui ont pu être certifiées conformes. Donc voilà, c'est le début. Ça va s'accélérer dans les prochaines semaines, étant donné les délais qui arrivent. On a 173 candidatures. Alors ça, c'est des chiffres qui datent déjà d'il y a une semaine et ça s'accélère énormément. On en a à date déjà plus de 190. Voilà et on a pour l'instant très peu de candidatures rejetées. Voilà, les quelques candidatures rejetées, c'est justement des candidatures, qui ont été déposées, dans le cadre de DM inscrits sur la LPP et suite à notre analyse, ils rentraient pas dans le cadre d'un certificat pour, continuer à être remboursés. Au niveau de tout ce qui concerne la ligne générique, donc j'ai cité tout à l'heure les 5 pathologies. Je vous ai mis la répartition des candidatures qu'on a. Voilà, on voit que c'est assez homogène. On a à peu près autant de candidatures sur les différentes, pathologies, sachant que là, on a un historique de tout le programme étape, principalement. Et pour tout ce qui est, inscription en nom de marque, aujourd'hui, c'est principalement aussi de la télésurveillance en oncologie, au niveau des candidatures. Voilà, pour information. Alors les prochaines étapes ou la prochaine étape, c'est qu'effectivement, côté ANS, avec la DNS, nous allons travailler sur une V2 déjà, de ces référentiels des dispositifs médico-numériques. Alors on va y travailler début 2024. Je ne sais pas encore pour quand, ce sera mis en place, mais l'idée, c'est de donner un maximum de visibilité, à tous les fabricants pour pouvoir anticiper ces développements, anticiper de façon, meilleure que ce qui a pu être fait pour la V1. Voilà, on sait que ça prend du temps, donc voilà, on va y travailler. Je vous ai mis là donc, effectivement un petit planning. Notre objectif, ce serait effectivement de publier ce référentiel V2, en septembre 2024. Donc, si vous voulez participer, à certains ateliers ou à la concertation, n'hésitez pas à prendre contact, avec moi. Et puis, je vous ai mis donc quelques axes de travail de la V2. On va essayer de faire un rapprochement avec, mon espace santé. On va effectivement augmenter le périmètre des exigences puisque on n'a pas pu tout mettre dans la V1. On a vraiment fait un lotissement des développements pour pas que ce soit trop lourd, même si on a conscience qu'effectivement il y a une première marche qui est déjà assez haute, puisqu'il n'y avait pas de réglementation avant, donc côté ANS. Donc voilà, donc il y aura probablement hein, des développements concernant donc la messagerie sécurisée de santé, la compatibilité DMP, une partie sécurité avec probablement des pen tests, et puis toute une partie interopérabilité qui sont effectivement l'objectif hein, de ces référentiels. Voilà, d'avoir donc des documents au format CDA R2 niveau 3 pour pouvoir les échanger via les messageries sécurisées de santé, etc. Voilà. Et probablement aussi une partie éthique, puisque donc je rappelle que l'ANS maintenant, on va faire des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Voilà, donc j'ai été un petit peu vite, mais il me faut un tout petit peu de temps. Donc si vous avez des questions, gardez-les pour tout à l'heure. Alors justement, tout ça me permet de faire le lien avec effectivement, le référentiel de téléconsultation, sur lequel on est en train de travailler. Donc, un petit, rappel, contextuel, hein, que je pense, tout le monde connaît, avec l'actualité. Donc,
effectivement, la Covid-19 est passée par là et en 2021, il y avait 9,4 millions de téléconsultations. Donc, il y en a un petit peu moins maintenant, mais on peut dire quand même que les téléconsultations sont rentrées effectivement dans les cas d'usage. Et c'est pourquoi effectivement, le ministère, a souhaité créer donc un statut, juridique pour déjà, les sociétés de téléconsultation avec la création d'un agrément pour les sociétés de téléconsultation et donc cet agrément, nécessitera effectivement une certification, de conformité, au système d'information des sociétés de téléconsultation, et c'est donc le référentiel que je vais vous présenter juste après. Donc sachant qu'effectivement la partie référentiel et certificat de conformité à ce référentiel de téléconsultation n'est qu'une partie nécessaire pour l'agrément. Il y a aussi des contrôles juridiques et économiques qui sont faits côté ministère, voilà, mais que je ne détaillerai pas ici. Voilà, donc le planning, alors ça c'est le planning à date, hein, il est en cours de modification. Il faut savoir qu'au niveau de la loi aujourd'hui, les sociétés de téléconsultation, alors peut-être, rappeler la différence aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'une société de téléconsultation? C'est en fait une société donc qui fait des téléconsultations et qui, a des médecins, salariés, pour s'occuper des téléconsultations. Voilà, donc c'est la première partie du projet, concernant, cette certification, va concerner les sociétés de téléconsultation et donc celles-ci doivent avoir, normalement l'agrément pour le 31/12/2023. Voilà, donc l'échéance se rapproche et effectivement, on sait déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas être possibles. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai mis le dernier, calendrier officiel, mais effectivement, ça va probablement se décaler un petit peu dans le temps, sur le mois de janvier ou février. Voilà, donc, à noter pour ceux qui sont intéressés justement que nous ferons un webinaire, spécifique, téléconsultation, fin novembre ou début décembre. Dès que les choses se seront stabilisées pour vraiment, présenter, le processus, de l'agrément. Il y aura probablement, la DGOS et aussi la DNS qui participera, à ce webinaire. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui ne va pas bouger, c'est le contenu de ce référentiel. Donc le référentiel de téléconsultation. Alors on voit qu'il est déjà beaucoup plus, un petit peu plus dense que, celui de télésurveillance et quand je vous ai présenté un petit peu la V2 du référentiel des dispositifs médicaux numériques et ben, on se rapproche effectivement, du contenu du référentiel de téléconsultation. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'écosystème, de téléconsultation était, déjà, plus mature. Il y a un petit peu plus de temps, il n'y a pas toutes les contraintes aussi, liées aux dispositifs médicaux, au marquage CE et cetera qu'on a pu voir, tout à l'heure. Donc, on va retrouver effectivement, les mêmes briques, hein, que la partie, DMN, la partie INS, RPPS, ProSanté Connect, une partie sécurité où là, on a aussi ajouté, directement des pen tests, et puis, on va retrouver par contre des briques supplémentaires. Alors la partie HDS, là, on l'a mis en évidence, mais, elle est déjà intégrée, hein, côté, DM, numérique. C'est tout simplement la partie HDS, fait partie maintenant de la partie RGPD. On a, homogénéisé, cette partie RGPD. Ce sera les mêmes, exigences, quel que soit le référentiel ANS. Là, on essaye d'homogénéiser, au maximum, les différents, référentiels. On a donc intégré dans cette, première version du référentiel de téléconsultation, la partie DMP cette fois-ci. Donc il y a une compatibilité, DMP à obtenir, via une homologation, CNDA
Il y a aussi des développements messagerie sécurisée de santé. On a une partie interopérabilité pour certains documents. Et puis, on a mis une partie e-prescription qui ne sera pas demandée aux sociétés de téléconsultation, mais qui sera demandée dans le cadre de la généralisation de ce référentiel aux sociétés, à tous les logiciels de téléconsultation. Alors cette généralisation de ce certificat de conformité à l'ensemble des logiciels de téléconsultation est prévue courant 2024. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. On se focalise déjà sur toutes les sociétés de téléconsultation. Et puis, bien sûr, donc la nouvelle partie, une partie éthique, hein, qui reprend une trentaine d'exigences à peu près, voilà, et qui est voilà, toute nouvelle et qui feront partie maintenant. On aura de toute façon dans tous les référentiels une partie éthique. Voilà, donc tout ça représente à peu près, là, je l'ai mis en dessous, un peu plus de 200 exigences, hein, donc c'est un référentiel qui effectivement est assez complet, qui peut être assez contraignant, mais voilà, c'est le prix, je dirais, à payer pour être remboursé par l'assurance maladie, et on ne peut pas s'affranchir de toute cette partie sécurité et interopérabilité. Voilà, et donc pour terminer, bah, les prochaines étapes, normalement, j'en ai déjà parlé. Donc fin 2023, probablement début 2024, maintenant. Il y aura donc la signature des arrêtés, des décrets qui nous permettra de commencer à traiter les candidatures sur Convergence. Le webinaire donc à venir, voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANS, on le publiera dès qu'on aura la date, mais ce sera probablement fin novembre, début décembre. Et puis voilà, en 2024, généralisation du référencement aux éditeurs de logiciels de téléconsultation. Là, c'est toute la partie pour l'accompagnement technique. De toute façon, je sais que cette présentation va vous être envoyée. Donc, il y a des liens. N'hésitez pas à aller sur le portail industriel de l'ANS. Il y a pas mal d'informations qu'on met à jour régulièrement. Et puis, sinon, il y a de quoi aussi nous contacter. Voilà. Bah, je vais laisser la parole à Thomas, donc, qui va vous présenter la partie de la plateforme Convergence. Thomas, tu veux peut-être partager Ouais. ton écran? Tu prends la main? Non, parce que en Non? fait, je veux bien repartir enfin, là, sur la suite des slides, puisqu'il y a une mise en contexte avant de vous faire une démo de la plateforme. Donc peut-être rappeler que je suis Thomas Guy, je suis responsable de projet à l'ANS, et j'ai la charge de la plateforme Convergence au domaine conformité, donc sous la responsabilité de Gilles. Comme l'a indiqué Yves, la plateforme Convergence est l'outil, en fait, tout le dispositif de certification DDM numérique, mais pas uniquement. Ça devient progressivement la plateforme nationale de référence sur lesquelles les différents dispositifs, que ce soit de référencement ou de certification, et donc sur laquelle les éditeurs vont devoir passer pour pouvoir candidater à ces différents dispositifs de certification ou de référencement. Je rappelle ici rapidement les publics auxquels elle est adressée. Donc, ce n'est pas uniquement les éditeurs, mais aussi les régions, puisque à l'origine, la plateforme Convergence, elle avait pour vocation de permettre à la fois aux utilisateurs en région et aux éditeurs d'évaluer la conformité de leurs solutions à la doctrine du numérique en santé, et de faire une projection en vue d'aller vers la convergence des solutions. Et puis donc progressivement, comme je vous l'ai indiqué, elle devient un service d'évaluation de la conformité pour les éditeurs des solutions aux différents dispositifs qu'elle porte. Donc, et là, pas uniquement ce qui concerne la certification des DDM numériques, mais aussi le catalogue de services à mon espace santé, à l'interface avec la plateforme service d'accès aux soins, et prochainement au Ségur Vague 2 et à téléconsultation, comme l'indiquait Yves. Sur la façon dont on a conçu la plateforme, on peut peut-être passer à la slide suivante, Yves.
Voilà, la plateforme, elle repose sur 3 notions clés, qui sont les notions de parcours, de démarche et de produit. Donc le principe, c'est que l'utilisateur, l'éditeur qui va se rendre sur la plateforme et qui veut candidater à un dispositif, il va devoir d'abord créer un produit et une fois qu'il a créé, son produit, il va le rattacher à un parcours et à une démarche. Donc si on s'intéresse ici, au parcours, certification des dispositifs médicaux numériques, une fois que l'éditeur aura, créé son produit sur Convergence, ce qu'il fait rapidement sur, une page où il indique un certain nombre d'informations rattachées à son produit, il va, pouvoir le rattacher ce produit à une des démarches du parcours, certification, de conformité des DMN. Et donc ce qu'on va montrer là dans le cadre de la démo, c'est le parcours, en lien avec la démarche ligne générique. Donc là, je vais reprendre la main sur le partage. Là, voilà, je dois partager mon écran. Est-ce que je pense qu'on le voit? Oui, très bien. OK, merci Coralie. Donc là, je suis parti de 3 exemples différents, 3 produits différents. Un premier produit donc qui est, le produit 1, pour lequel en fait l'éditeur n'a pas encore, candidaté et on va retrouver, donc pour cet éditeur qui candidate donc au DM numérique, en lien avec la démarche ligne générique, les 3 étapes du processus que Yves vous présentait tout à l'heure. Donc une première étape de recevabilité, une deuxième signature de la convention et une troisième dépôt d'épreuve. Pour aller au plus vite dans cette démo, donc j'ai différencié, 3 produits et je vais pouvoir vous montrer, pour chaque produit, l'avancement, dans la candidature. Donc là, pour ce premier produit, il doit, lancer sa candidature, donc compléter la recevabilité. Donc là, on retrouve, l'état d'avancement, dans la candidature avec ces 3 étapes. Une première étape recevabilité, une deuxième étape convention et une troisième étape dépôt de preuve. Et donc là, il doit renseigner les informations rattachées à la recevabilité. Donc des informations, liées au responsable légal de l'entreprise, du contract de l'entreprise qui va, en fait, gérer la candidature, des informations, plus précises sur l'entreprise. Ensuite, tout ce qui concerne le composant principal du système, candidat et là, ça rejoint, toutes les spécifications que Yves a pu, indiquer. Il va sélectionner aussi des profils et en fait, le choix de ces profils va déterminer ensuite les exigences qu'on va lui afficher au moment du dépôt des preuves. Donc là, on retrouve des profils liés, au référentiel d'identité, au stockage de copies des titres d'identité, aux accès professionnels, accès usagers. Les composants additionnels aussi du système, il doit apporter des pièces, justificatives, apporter aussi une attestation de protection des données, personnelles, une attestation de conformité, HDS, une déclaration de marque HCE, une attestation de conformité, délivrée par, l'organisme notifié, un mandat, ou des mandats communiqués par les membres du groupement au chef de file et d'autres documents. Une fois qu'il a complété l'ensemble de ces informations, qui ont un caractère obligatoire ou pas, il va, valider, sa saisie et là, on va pouvoir passer au deuxième produit où là, donc l'éditeur, pour ce produit, 2 a soumis la recevabilité et le, vérificateur, auditeur, côté, ANS a, validé la recevabilité. Donc là, il va pouvoir poursuivre, sa candidature. Là, en fait, plus précisément, ce qui va se passer, c'est que les équipes ANS sont en charge, qui sont en charge du parcours donc de certification, les auditeurs, vont procéder donc à l'analyse de la recevabilité et une fois que la recevabilité sera, donnée, il sera demandé, à l'éditeur de conventionner. Toute la gestion de la convention, en fait, se fait sur un outil tiers en mode standalone, en l'occurrence, YouSign et donc par des interactions, et des échanges, d'informations avec les auditeurs, la convention est signée sur, YouSign et une fois qu'elle est signée, là, l'éditeur revient sur, Convergence et il a l'information qu'elle est signée et qu'il peut passer au dépôt de preuve. Donc là, on passe au troisième cas, donc dans l'avancement de la candidature, un produit 3, où on voit que la recevabilité est validée, la convention est signée et donc il passe au dépôt de preuve. Il va donc compléter le dépôt de preuve
Je vais vous donner uniquement un exemple sur une section d'exigence qui nous intéresse ici, la section portabilité des données, parce qu'il n'y a qu'une seule exigence, une seule preuve à apporter. Donc ça se présente sous cette forme-là. On lui explique l'énoncé de l'exigence, le scénario associé et la nécessité de déposer un document. Il va déposer ce document, donc le fichier a été bien ajouté. Il revient aux sections d'exigence. Il peut alors soumettre la section puisqu'il a renseigné l'ensemble des preuves, en l'occurrence là, qu'il n'y a qu'une seule preuve à transmettre. Donc il va soumettre la preuve. On lui affiche une pop-in pour s'assurer qu'il peut bien soumettre. Et donc là, on lui indique que pour cette section portabilité des données, une preuve a été déposée et soumise aux auditeurs. Donc les auditeurs peuvent gérer section d'exigence par section d'exigence les preuves qui sont apportées. Voilà pour la démo de convergence et les différentes étapes. Donc en synthèse, l'éditeur crée son produit, il le rattache au parcours qu'il souhaite, à la démarche associée. Il rentre dans la candidature qui se fait en 3 étapes. Une première étape, recevabilité, une deuxième étape, convention, et une troisième étape, dépôt de preuve. Et à chacune des étapes, un auditeur, un vérificateur ANS s'assure qu'il est conforme, qu'il est bien recevable au dispositif, qu'il a bien signé la convention et que ses preuves sont conformes. On est fini pour cette présentation. On peut passer à la session de questions-réponses. Merci Yves, Merci. merci Thomas. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Je vois pas encore de questions. Moi, j'ai une petite question du coup au niveau un peu des délais de traitement entre dans la plateforme Convergence, entre le moment où on commence un peu le process et puis et le moment où on peut potentiellement avoir le tampon final. Est-ce qu'il y a des délais un petit peu maximum ou c'est encore en cours d'élaboration? Alors, il y a pas de délai, aujourd'hui, il y a pas de délai maximum en tant que tel parce que, alors je crois qu'au niveau de la loi, si au bout de 6 mois, le dossier ne bouge pas, on va le clore le dossier, hein, mais, pour l'instant, comme on démarre, c'est jamais arrivé. Après, je dirais que c'est très hétérogène, hein, on a des candidats qui déposent des preuves de bonne qualité, et dans ce cas-là, il y aura très peu d'allers-retours, avec le candidat et donc ça va aller, relativement vite. Et puis, donc tout dépend un petit peu de la maturité du candidat, hein. Si déjà, il y en a, ils connaissent pas du tout la doctrine, donc forcément, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Il y en a, c'est pas vraiment non plus des éditeurs de logiciels, hein, quand on est avec des fabricants de dispositifs médicaux, donc c'est vraiment très hétérogène, hein, sur la partie DM numérique. On s'attend effectivement sur des guichets comme la téléconsultation, des candidatures qui vont aller beaucoup plus vite. Mais sur la partie DM numérique, bah, on sait déjà que c'est possible d'aller vite puisqu'il y en a certains qui l'ont fait. Maintenant, en pratique, comme je le disais, c'est souvent assez long et voilà, nous, on n'est pas comme l'HAS où vous nous donnez les preuves et puis après on vous dit c'est bon, c'est pas bon, parce que sinon, sur les 100 preuves, il y en aurait forcément une qui serait non conforme. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'une, hein. Donc, on a un système d'aller-retour qu'on fait en général section par section. On va analyser l'INS, on va analyser la section sécurité parce qu'on n'a pas les mêmes experts de toute façon en face. Et puis, bah, s'il y a quelques exigences qui ne sont pas bonnes sur chaque section, on renvoie ça à l'éditeur, au fabricant. Et après, eh ben, 1 semaine après, 2 semaines, en fonction des développements et des ajustements qu'il a à faire, il va nous redéposer des preuves et puis, bah, ça sera bon, ou alors il y aura encore un système d'aller-retour. Donc, on voit bien que là, ça dépend de notre activité. Mais nous, notre activité, effectivement, on a ce que je disais au niveau légal, 60 jours d'analyse calendaire.
Donc voilà, on se dimensionne pour répondre au maximum dans ces délais-là. Maintenant, il peut y avoir énormément d'allers-retours et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore que 7 candidats qui sont conformes. On en a beaucoup là qui se rapprochent voilà, d'être conformes et ça va bouger forcément dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc pas de réponse. C'est encore trop tôt pour donner une moyenne, mais de toute façon, la moyenne ne serait pas forcément significative. Si vous êtes un candidat qui avait une certaine maturité et une certaine, voilà, très exigeant je dirais très rigoureux, ça va forcément mieux se passer que pour d'autres candidats. Voilà. Ok, Donc parfait. une réponse un peu ni oui ni non, de breton. Réponse quand même. Réponse quand même. Parfait, merci. Je ne sais pas si ça a amené d'autres questions sur l'ensemble de l'intervention de l'ANS. Je crois que Damien est encore là, donc ou sur la session précédente. Ou si tout était très clair. A priori, c'était très clair. Ouais. Et on est à votre disposition. Il y a notamment la page contact qui a été affichée par Yves. Donc, on est en interaction étroite avec l'écosystème. Donc, on est au service de l'écosystème. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous en cas de questions. J'ai vu apparaître une question. Alors, Anne Le Calve qui demande, pouvez-vous reclarifier les deadlines? Alors, je pense que c'est des deadlines peut-être côté téléconsultation. Où vous souhaitez plus de clarification? Si juste vous pouvez préciser Ouais. si c'est bien sur cette partie-là. Alors, les deadlines. Ça, c'est le sujet, c'est pas le plus simple. Alors, on va faire étape par étape. Alors, on a côté DMN, on a une deadline pour tous ceux qui sont on va dire du programme étape. Ceux qui sont dans le programme étape, leur financement va s'arrêter à la fin de l'année s'ils n'obtiennent pas le certificat de conformité au 31/12. Voilà, donc je dirais c'est une deadline qui est plutôt côté candidat s'il souhaite effectivement avoir une continuité financière pour le remboursement de son dispositif médico-numérique. Donc voilà, donc là, il y a effectivement une première deadline qui est le 31/12/2023. Voilà, donc nous, on fait le maximum aussi pour accélérer les dossiers, hein. On a aujourd'hui, pour être transparent, effectivement, une problématique voilà, de santé publique, je dirais, pour effectivement qu'il n'y ait pas de patients qui se retrouvent avec des dispositifs médicaux qui ne soient plus remboursés demain. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier aussi avec le ministère, bien sûr. Ensuite, on a donc ça, c'était plus pour la partie effectivement DMN télésurveillance. On a une autre deadline qui est à la même date, le 31/12, c'est pour tous les DMN qui sont aujourd'hui inscrits sur l'LPPR. Tous ces DMN doivent avoir aussi un certificat de conformité au 31/12 pour ne pas risquer donc la radiation. Donc là aussi, on fait le maximum pour communiquer auprès de l'écosystème, que tout le monde soit bien au courant qu'il faut déposer un dossier et qu'il faut avoir ce certificat. Donc ça s'accélère. Là aussi, je dirais que l'étape suivante, c'est le ministère est en train de travailler sur justement le processus de radiation d'un DM de la LPPR. Donc, processus qui sera enclenché probablement au 1er janvier, ce qui veut dire que la radiation ne sera probablement pas au 1er janvier, bien sûr, mais le processus va être déclenché à ce moment-là. Voilà, donc en tout cas, la deadline reste au 31/12 officiellement 2023. Et puis sur la partie donc téléconsultation, donc j'ai abordé un petit peu, j'ai abordé la question tout à l'heure. Le planning est en train d'être revu avec le ministère et donc voilà, ce sera communiqué
fin novembre, début décembre, mais ce que je peux dire déjà à tous les candidats qui sont concernés, c'est nous, on va ouvrir probablement le guichet à cette période-là et il faut vraiment continuer les développements sur la base du référentiel et puis après, voilà, le processus va se clarifier. Alors je vois que vous avez aussi précisé nouveau DN télésurveillance hors étape. Les nouveaux DMN de télésurveillance hors étape, je dirais que là, il n'y a pas vraiment de problématique, hein. Si on est un nouveau dispositif médical numérique de télésurveillance et qui n'était pas dans étape, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas financé, il va déposer son dossier et puis le dossier, il va suivre son cours côté ANS. Après, avec la particularité, est-ce que c'est une inscription en ligne générique ou en nom de marque? Ce qui veut dire est-ce qu'il y a un dossier complémentaire à déposer côté HS? Mais voilà, on en parle assez peu, les nouveaux DMN hors étape, parce qu'en fait, ceux-là, il n'y a pas de problématique, hein. Ils déposent un dossier et nous, on les traite. Et, voilà, ils seront traités dans les 60 jours calendaires prévus par la loi. Alors, est-ce que c'est au fil de l'eau? Hem, au niveau de la candidature, comme je le disais tout à l'heure, nous, on les traite par ordre, chronologique, hein, bien évidemment, et on les traite, section par section. Donc c'est je pense que vous appelez peut-être au fil de l'eau, c'est ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a une section qui est déposée, elle va rentrer dans notre fil de travail, de notre côté. Voilà, j'espère avoir répondu, à la question. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 9 minutes devant nous. Ou est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez rajouter par rapport à ce que vous avez dit dans vos différentes présentations ou pas? Ou est-ce que c'était bien complet pour tous? Eh bien, ça semble bien complet pour tous. Je vais me permettre de partager mon écran avec mes coordonnées ainsi que ceux de mon collègue. On vous remercie à tous pour votre participation. On remercie très chaleureusement les 5 intervenants de ce webinaire qui ont permis d'éclairer, j'espère, les différents sujets, les enjeux autour de la mise sur le marché des dispositifs médicaux numériques et l'accès au remboursement. Nous rappelons les 2 formations que nous organisons fin novembre et début décembre, et également en sujet santé numérique à venir, la European Cyber Week le 23 novembre prochain avec une matinée cyber et santé le jeudi matin co-organisée par le CIB et moi-même avec le pôle d'excellence cyber, et nous-mêmes, pardon, et moi-même, n'importe quoi, et Biotech Santé Bretagne. On vous attend nombreux et on reste disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions et on vous transmet les slides dans la foulée. Merci à tous pour votre participation.